Nous sommes à Clermont, dans le Royaume de France, le 27 novembre 1095. Alors que le pape s'adresse à la foule réunie devant lui, le souverain pontife appelle la noblesse européenne à prendre la route de la Terre Sainte. Dans un Occident chauffé à blanc par des siècles d'invasion, chevaliers comme paysans dégainent leur épée et répondent à son appel. De cette façon, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Urbain II prend les rois et les grands souverains au dépourvu puisque la croisade ne s'est pas faite en concertation avec eux. C'est même plutôt le contraire, l'expédition intervient dans un contexte où les pouvoirs politiques sont en conflit ouvert avec le Saint-Siège. L'appel de Clermont remet ainsi la papauté au centre du jeu et impose la bannière du pape comme figure de proue de la chrétienté. Cependant, maintenant que les chevaliers se mobilisent aux quatre coins de l'Occident, comment garder le contrôle sur le pèlerinage qui prend forme ? Le pape peut-il réussir son pari et fonder un saint royaume à Jérusalem ? Et si oui, combien d'obstacles devront franchir les croisés avant d'arriver jusqu'au tombeau du Christ ? Car quelles que soient les motivations de ces pèlerins en armes, beaucoup savent qu'ils s'embarquent pour un voyage sans retour. Pour beaucoup d'entre nous, la rentrée est synonyme de retour dans les transports, de retour au travail ou à l'université. Cependant, la fin de l'été rime aussi avec bonnes résolutions, comme par exemple reprendre la lecture. Et justement, notre partenaire du jour, les éditions Phoenix, vous propose un catalogue hors du commun dans le rayon histoire. Prenez un peu d'avance dans notre programme avec les croisades par René Grousset, révisez nos anciennes vidéos avec Vercingétorix, Clovis, Charlemagne ou Napoléon. Ne manquez pas non plus leur dernière sortie en date, Histoire de la monarchie de juillet par Sébastien Charletti, qui explore les derniers instants de la monarchie en France. En cliquant sur le lien juste en dessous, vous profiterez de l'offre de lancement sur ce livre à 38,05 € au lieu de 45 € jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez également tenter votre chance sur Instagram pour participer à leur concours et gagner un exemplaire en cadeau. Alors rendez-vous très vite chez les éditions Phoenix, les liens vers leur page se trouvent en description et en commentaire. Pour comprendre les premiers mouvements chrétiens vers la Terre Sainte, il faut découper notre premier chapitre en deux parties. D'abord, nous allons voir qui sont vraiment ces pèlerins armés et comment ces derniers comptent-ils se rendre à Jérusalem. Ensuite, nous devrons dresser un tableau précis du rapport de force entre les croisés et les puissances de l'Orient, car si traverser l'Europe est un bel exploit, gagner des batailles contre des musulmans est une autre paire de manches. Pour l'instant, en cette fin d'année 1095, le pape est toujours à Clermont, d'où il essaie d'organiser l'expédition. Il appelle pour commencer les chevaliers à quitter leur château pour le 15 août, soit environ 9 mois après son discours. La date du 15 août n'est pas choisie au hasard, c'est pour tous les chrétiens la fête de l'Assomption, quand la Vierge Marie est montée au ciel. En attendant, deux types de pèlerins en armes se préparent à partir. Il y a d'un côté les chevaliers professionnels, qui ont un équipement militaire et de l'entraînement, et de l'autre, les manants, c'est-à-dire de simples civils. Chez les premiers, on retrouve des seigneurs, des comtes, des ducs, qu'on peut appeler les barons pour simplifier. Certains espèrent simplement s'enrichir par le pillage, quand d'autres ont réellement la foi et veulent se battre pour le Christ. Beaucoup veulent également se racheter après un crime, car partir en croisade permet d'obtenir le pardon pour ses péchés. Ensuite, les pèlerins qu'on appelle les manants sont plus hétéroclites. On y retrouve des paysans, des paysannes, des mendiants, des bandits, des invalides, des prostituées. Tous ceux et toutes celles qui sont mis au banc de la société ont une occasion inespérée de se faire pardonner. Cette troupe composite est aussi motivée que fanatique et personne ne sait vraiment comment la contrôler. En effet, du côté des chevaliers, les principaux meneurs de troupes sont au nombre de 4. Près de Paris, Hugues de Vermandois rassemble des soldats venus du nord de la France. Côté normand, Bohémond de Tarente appelle ses compatriotes en Sicile et en Apulie à prendre les armes. Il est suivi par Raymond de Saint-Gilles à Toulouse, qui reçoit l'appui des Provençaux et des Occitans, puis par Godefroy de Bouillon en Lotharingie, qui rassemble des Francs et des Germains. Impossible de connaître le nombre exact de mobilisés, mais il pourrait bien s'agir de 10, 15, voire 30 000 Européens qui sortent des casernes. Pour aller jusqu'en Terre Sainte, ils devront tous emprunter des chemins difficiles et mal entretenus. Godefroy de Bouillon, par exemple, donne à ses troupes rendez-vous à Worms pour le 15 août. Son armée devra prendre la route Charlemagne jusqu'à Ratisbonne, puis suivre une ancienne voie romaine jusqu'à Belgrade. Elle devra ensuite longer le Danube et marcher sur des routes byzantines jusqu'à Constantinople. Une fois arrivés dans la reine des villes, les Byzantins promettent de guider les chrétiens d'Occident jusqu'à Jérusalem.
Par contre, si les chevaliers s'organisent pour ce voyage long et périlleux, ce n'est pas le cas des manants de Pierre l'Ermite qui ignorent tout de la discipline militaire. La croisade populaire, comme on l'appelle, est avant tout une masse de civils fanatisés qui est aussi gênante que dangereuse. Au printemps 1096, le prédicateur et ses fidèles prennent la route avant tout le monde. Preuve que cette expédition est incontrôlable, on rapporte que les 10 à 15 000 manants se mettent à piller les régions traversées pour se nourrir. Partout, alors que la population n'a pas été prévenue de leur passage, les manants se mettent à pourchasser les juifs afin qu'ils soient brûlés comme des hérétiques. L'expédition pour le tombeau du Christ prend soudainement un caractère anti-judaïque qui va marquer son époque. Tant bien que mal, la croisade populaire atteint les Balkans d'où elle essaie de se frayer un chemin à travers les montagnes. Les soldats byzantins doivent même intervenir pour empêcher les massacres. Malheureusement, certaines de leurs villes sont pillées et les garnisons doivent tuer des centaines de pèlerins pour les calmer. Ce n'est que vers début août 1096 que la troupe de Pierre l'Ermite atteint Constantinople et celle-ci est immédiatement placée sous surveillance. L'empereur byzantin est terriblement gêné. Dans un sens, l'appel aux chrétiens d'Occident part de son initiative, mais il espérait des troupes professionnelles pour combattre les Turcs. Au lieu de ça, il se retrouve avec des civils fanatisés, sans armes et sans expérience, qui menacent à tout instant de s'en prendre à sa population. Alors doit-il les exécuter les uns après les autres, au risque de se fâcher avec le pape, ou alors doit-il accueillir les manants dans sa capitale pour temporiser ? Dans tous les cas, il fait mettre la ville de Constantinople sur le pied de guerre, car personne ne sait si ces pèlerins sont des amis ou des ennemis de l'Empire. Pour éviter de se fâcher avec le pape, le Basileus décide quand même d'engager les discussions avec Pierre l'Ermite. Pour l'amadouer, les habitants le surnomment Coucoupêtre, ce qui veut dire Petit Pierre en grec ancien. Coucoupêtre demande Alexis Comnène. Coucoupêtre devrait attendre les chevaliers avant d'aller plus loin. La date du 15 août est en approche et ils vont bientôt prendre la route de la Terre Sainte. En attendant, précise le Basileus, Coucoupêtre devrait maintenir la discipline dans ses rangs car les manants font peur aux habitants. On raconte que malgré tous les moyens déployés par les Byzantins, certains faubourgs ont déjà été pillés et les soldats ont encore dû tuer des pèlerins en représailles. Le problème de l'aveu même du prédicateur, c'est que si les meneurs de troupes sont raisonnables et comprennent les enjeux, ils savent aussi que leurs troupes sont hors de contrôle et que les scènes de violence pourraient se reproduire. Mieux vaut traverser le détroit le plus vite possible afin de se rapprocher rapidement des terres de l'ennemi. Mais là encore, l'empereur se retrouve dans l'embarras car les populations d'Anatolie, que les pèlerins pauvres pourraient piller, sont également des Grecs et Byzance est censé les protéger. Drôle de façon de libérer un territoire que de lâcher des occidentaux fanatisés à l'assaut de ces campagnes. Pas le choix donc, si la flotte byzantine fait traverser le Bosphore aux Manants, la troupe du Petit Pierre est assignée à résidence près du camp de Sivoto. Elle n'a pas le droit de se déplacer ni de prendre d'initiative, elle doit résister à la tentation d'aller saccager le territoire turc, situé à seulement 35 km. Maintenant, quand on parle de territoire turc, il ne s'agit plus d'un sultanat unifié comme ce fut le cas quelques années plus tôt. Comme nous l'avons vu dans la série Orient, les divisions entre clans ont fracturé la partie septentrionale de l'Empire, qui n'est plus désormais qu'une myriade de petits états concurrents. Dans ce contexte, ce n'est pas vraiment le peuple des Seljouks que les pèlerins doivent affronter, mais plutôt le sultanat de Roum qui est déjà en guerre avec ses voisins. Or, du point de vue des dirigeants syriens ou caucasiens, l'apparition d'une menace à l'ouest de Roum est une excellente nouvelle. Les calculs de court terme sont catégoriques, les croisés sont considérés comme de simples mercenaires au service de Byzance, et ces derniers s'apprêtent à reconquérir l'Anatolie. Les États se trouvant sur le chemin des croisés seront mis en difficulté, ce qui profitera à leurs voisins qui ne seront pas menacés. De plus, du point de vue des Fatimides, l'autre grande puissance de l'Orient, l'arrivée des croisés ouvre un nouveau front contre les Turcs. Tant mieux pour le Caire qui compte en profiter. Si les chrétiens attaquent effectivement les Seljouks par le nord-ouest, les Égyptiens pourront reconquérir la Judée et la Syrie. Le temps que les Occidentaux se feraient un chemin jusqu'en Terre Sainte, leurs chevaliers seront déjà épuisés et démoralisés, si bien que les Fatimides pourront s'en débarrasser facilement. Ainsi, nous voyons que la croisade s'inscrit dans un double contexte aussi dupe qu'inattendu. En Europe, c'est le pape qui s'impose en porte-flambeau du monde chrétien. Son appel provoque un départ massif de chevaliers persuadés d'aller mourir pour une noble cause, mais il déclenche aussi des violences incontrôlables de la part de pèlerins fanatiques.
Ensuite, en Orient, les musulmans ne semblent pas très impressionnés par les croisés qu'ils considèrent d'abord comme de simples mercenaires des Byzantins. Chacun tente ensuite d'y trouver son compte. Les Turcs ne céderont pas les uns les autres quand les Fatimides attendent l'arrivée des chrétiens pour leur déclarer la guerre. Ainsi, à la date du 15 août 1096, voilà dans quel contexte les chevaliers européens quittent leur forteresse direction Jérusalem. La première croisade, comme on l'appellera plus tard, peut enfin commencer. Entre le jour de l'Assomption et la fin d'année 1096, des milliers de chevaliers venus de France, d'Italie, de Normandie et de Germanie se mettent en marche vers la Terre Sainte. Du point de vue des musulmans qui se font la guerre entre eux, rien d'inquiétant. Il s'agit en fait de nouveaux mercenaires byzantins qui vont menacer les Turcs en Anatolie. Personne ne prend réellement la mesure de la situation, même si la présence de Manan près du camp de Siveto montre que l'expédition n'a rien d'ordinaire. En effet, alors qu'il se montre incapable de calmer les ardeurs de ses pèlerins, Pierre l'Ermite finit par perdre le contrôle de ses troupes. Ces derniers attaquent la ville de Nicaea, ou Nicée en français, et malgré les efforts de la garnison turque qui les maintiennent hors des murs, ils se mettent à piller les faubourgs comme des sauvages. Par contre, puisqu'ils sont incapables de prendre d'assaut l'enceinte, les manants accompagnés de quelques chevaliers lancent un assaut sur le fort de Xérigordos, un peu plus loin, et s'en emparent avec brio. Leur ambition est très simple, Xérigordos doit servir à isoler la ville de Nicaea et à servir de quartier général. La petite troupe se met alors à faire des razzias dans les campagnes, pensant déjà avoir tout gagné. Pierre l'Ermite essaie d'obtenir un soutien armé de l'empereur, mais le byzantin ne bronche pas. Il sait, malheureusement pour les croisés, que le sultan de Roum va réagir et qu'il n'a pas les moyens de s'opposer à lui. Car même si les Turcs sont déjà en guerre à l'est, il détache un petit régiment d'archers montés qui chevauche vers l'ouest. Or, si les pèlerins ne manquent pas de motivation pour la guerre, ils sont avant tout des fantassins peu équipés et très vulnérables à ce genre d'unité. Les cavaliers seldjouks n'ont qu'à s'approcher d'eux à bonne distance et à décocher des flèches pour les abattre. Malgré le surnombre des Européens, ces derniers n'ont en vérité aucune chance de survie. Alors, à défaut de pouvoir résister sur le champ de bataille, les manants se réfugient rapidement derrière les murs de Xérigordos. Les Turcs, de leur côté, font le siège de la forteresse et coupent son approvisionnement. Chose que les croisés n'avaient pas prévue, le fortin n'est pourvu d'aucune source d'eau, si bien que les occupants commencent à mourir de soif. Dans un premier temps, ils sacrifient leurs chevaux pour boire le sang, mais très vite, il n'y a plus d'animaux et les hommes sont déshydratés. Dans un second temps, les plus valeureux tentent une sortie, sauf que les archers ennemis leur refusent le corps à corps et décochent leurs flèches à distance. Les Seldjouks de Roum sont patients et ne cherchent en aucune façon le combat rapproché. Désespérés, certaines chroniques rapportent alors que des manants auraient tenté de se faufiler discrètement à la nuit tombée. Ils se seraient échappés à l'insu des Turcs afin de s'emparer de la source d'eau la plus proche et auraient surpris les gardes qui la protégeaient. Malheureusement pour eux, s'ils pensaient remplir des gourdes pour toute la garnison, la manœuvre échoue lamentablement et les soldats du Christ sont finalement faits prisonniers. Cette fois-ci, il n'y a plus aucun espoir. Devant leur situation de plus en plus désespérée, les manants doivent se rendre à l'évidence. Ils n'ont pas d'autre choix que de déposer les armes, car personne, ni Pierre l'Ermite, ni l'empereur byzantin, ne viendra jamais à leur secours. Début septembre 1096, la garnison de Xérigordos aurait été complètement anéantie par les Seldjouks de Roum. Les Turcs laissent deux choix aux survivants, soit ils se convertissent à l'islam et peuvent continuer à vivre en tant qu'esclaves, soit ils refusent de se convertir et sont exécutés. Peu après, des espions turcs se seraient infiltrés dans le camp de Sifto, là où se trouve le reste des manants, et ils auraient répandu de nombreuses rumeurs pour les attirer dans un piège. Tout d'abord, auraient dit les espions, la garnison chrétienne de Xérigordos n'aurait pas été vaincue par les Seldjouks, mais elle aurait gagné contre toute attente. Ensuite, la ville de Nicaea serait finalement tombée sous le contrôle des croisés, contrairement aux apparences. En fait, cela signifie que les pèlerins peuvent aller piller l'ancienne cité byzantine et repartir avec un butin énorme. Alors immédiatement, les manants restés à Sifto se seraient mis en route et Pierre l'Ermite serait même allé à Constantinople pour chercher du renfort. Cependant, l'empereur byzantin n'est pas dupe, il sait que les croisés sont tombés dans un piège car au milieu de leur chemin, les Turcs les attendent en embuscade. Archers montés contre fantassins mal protégés,
Le résultat serait l'anéantissement pur et total des chrétiens d'Occident. Alexis Comnène avait donc bien raison, il aurait fallu attendre les chevaliers professionnels avant de partir à l'assaut, car désormais, les Seldjouks de Roum n'ont fait qu'une bouchée des pèlerins. À la fin octobre 1096, moins d'un an après l'appel du pape à Clermont, la croisade dite populaire se fait complètement anéantir par les Turcs. Peu importe pour les Byzantins, les manants n'ont jamais été les bienvenus et leur présence était plutôt gênante. Maintenant, place aux soldats professionnels, mais leur arrivée est à la fois un précieux soutien et un cadeau empoisonné pour Alexis. En effet, si les Occidentaux ont promis de ne pas faire la guerre aux chrétiens, ceux qui espèrent rentrer chez eux un jour voudraient aussi le faire avec un butin conséquent. L'équipement, les chevaux, les intendances coûtant extrêmement cher, il suffirait d'une seule étincelle pour tenter les voyageurs. Et là où les manants de Pierre l'Ermite étaient de pauvres paysans sans expérience, les chevaliers sont armés jusqu'aux dents et ne se laisseront pas commander par les chrétiens d'Orient. En plus, parmi tous les meneurs que nous avons cités tout à l'heure, certains ont de vieilles rancunes avec l'empereur. Par exemple, Bohémond de Tarente, un Normand d'Italie, a longtemps été en guerre contre Alexis Comnène par le passé. Les deux hommes se sont disputés l'Épire et les rives occidentales de la Grèce, si bien que leur retrouvaille s'annonce plutôt mouvementée. Quoi qu'il en soit, il faut bien accueillir les croisés qui viennent officiellement l'aider, alors l'empereur byzantin sort le grand jeu. Début décembre 1096, c'est Hugues de Vermandois qui atteint le premier sa destination. En tant que frère du roi des Francs, le comte est accueilli avec tous les honneurs et ses chevaliers sont nourris, logés et félicités par les habitants. Cependant, Alexis préfère prévenir que guérir et place quand même ses invités sous surveillance. Ensuite, le deuxième chef croisé arrivant dans sa capitale est Godefroy de Bouillon, qui s'attend, en tant que duc de Lotharingie, à recevoir les mêmes honneurs que le comte de Vermandois. L'ennui, c'est que les Byzantins apprennent que ce dernier n'entend pas seulement libérer Jérusalem lors de son périple, mais également se construire une principauté personnelle en Orient. Or cela, Alexis ne peut pas le tolérer car il a été convenu que les chevaliers soient ici pour aider les Romains et non pas pour se construire des fiefs à leurs dépens. L'empereur byzantin demande donc à Godefroy de Bouillon de se constituer en vassal et de se mettre à genoux, sauf que ce dernier refuse et ne se soumet pas. Le Byzantin menace alors de lui couper son ravitaillement, provoquant la réaction de ses chevaliers qui, eux, n'ont pas fait tout ce chemin pour se faire insulter. À peine arrivé dans la capitale, il menace de prendre les armes et de ravager Constantinople. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime pour nous soutenir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons bien si les Romains d'Orient parviennent à manœuvrer les hommes de Godefroy. Surtout, il faut que l'empereur apaise la situation avant l'arrivée de son ancien ennemi, Bohémond de Tarente, qui à coup sûr prendra un parti pour les Lorrains. Alexis a cru trouver en Europe des soldats du Christ, il se rend compte qu'il a peut-être ouvert les portes de son empire à ses bourreaux. Avant de partir, prenons un instant pour remercier notre sponsor du jour, les éditions Phoenix. Prenez de l'avance dans notre programme avec René Grousset et son épopée sur les croisades, ou bien révisez vos acquis avec Vercingétorix par Camille Julien. Que ce soit pour vous ou pour offrir à vos proches, il y a forcément le livre qu'il vous faut chez les éditions Phoenix. Quant à nous, rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 3, la croisade des barons et le siège de Nicée.